J'ai peur des déserts et des grands espaces. Pourtant, je rêve de voir un jour la steppe mongole. J'ai peur de me perdre, de me mettre en danger et qu'il m'arrive quelque chose. Mais je désire profondément faire corps avec la nature, nager plus loin, marcher longtemps, pédaler haut. J'ai peur du vide, mais je rêve de sauter. J'ai peur de déplaire, d'être jugée, mais je rêve aussi de me montrer. Et je désire profondément être entendue. Je m'appelle Yasmine, bienvenue dans Anti-Héroïne, le podcast artisanal qui décortique les peurs ordinaires. Tatiana. Depuis quelques mois, ce prénom résonne en moi de façon étrange, compliquée à définir. Je ne la connais pas, ne l'ai pas connue. Je n'ai d'ailleurs jamais connu de Tatiana. Tatiana était une jeune fille de 17 ans qui s'est évaporée dans la nature, comme ça, comme un claquement de doigts, un soir de septembre 1995. J'ai découvert son existence fin 2020 dans un épisode de la dernière saison du mythique Faites entrer l'accusé. Tatiana avait été la première de ce que l'on a appelé les disparus de Perpignan, une série de disparitions de jeunes femmes toutes intervenues dans les environs de la gare de Perpignan au cours de la deuxième moitié des années 90. Toutes ces jeunes femmes ont été retrouvées mortes, leurs corps atrocement mutilés. Je vous passe les rebondissements d'une affaire qui a duré plus de 20 ans, mais toutes ont eu leur disparition expliquée, leurs assassins finalement arrêtés et jugés. Toutes, sauf une, Tatiana. De Tatiana, on ne sait rien depuis cette soirée de septembre 1995 où elle a été vue en train de fumer une cigarette avant de monter dans une voiture blanche dans les alentours de la gare de Perpignan. Elle revenait d'un week-end à Toulouse et avait dit à ses parents qu'elle se débrouillerait pour rentrer. Mais elle n'est jamais rentrée. Et depuis 25 ans, sa maman la cherche et la cherche encore. Cette histoire m'a émue autant qu'elle m'a remplie d'effroi. On dit souvent qu'il ne peut y avoir pire pour un parent que de perdre un enfant. Qu'en est-il quand de son enfant, il n'y a ni trace ni explication ? Moi aussi, j'ai été adolescente dans les années 90, quoiqu'un peu plus jeune que Tatiana. Je me suis demandé si elle avait écouté Coolio et les Fujis, si elle avait vu Titanic et le patient anglais. Je me suis demandé si l'un des témoins l'ayant aperçue pour la dernière fois dans le train ou près de la gare avait menti ou n'avait pas tout dit. Tatiana et sa mère Courage, qui n'a eu de cesse de la chercher, m'ont hantée cette nuit-là, et d'autres encore. Je m'interrogeais sur les rêves que Tatiana avait pu avoir, tout en essayant d'imaginer la douleur d'une mère qui n'en avait plus sans doute. C'est même pire que ça. J'imagine un cauchemar, avec potentiellement au bout du chemin, un cauchemar plus grand encore. Il est des vérités qu'il vaut mieux ignorer, peut-être. Mais pour une mère, je peux tout à fait concevoir que ce ne soit pas acceptable. J'admire cette quête existentielle et je ressens beaucoup d'empathie pour cette femme. J'ai googlé Tatiana et lu tout ce que j'ai pu trouver à son sujet. Sur un blog, une certaine Audrey a écrit, le 17 décembre 2009, qu'elle avait fréquenté Tatiana avant sa disparition et alors qu'elle se préparait à une grande fête déguisée pour ses 18 ans. Sur un autre site, un visiteur anonyme dit qu'il a rencontré Tatiana le mois précédant sa disparition à Port-le-Cat, près de Perpignan. Elle y travaillait effectivement dans un bar comme serveuse. Il affirme « Tatiana nous disait avoir fugué ou elle est fuguée, je ne sais plus. » Bizarre. J'ai aussi regardé et écouté de nombreuses émissions sur cette affaire. Voyant les témoignages et les appels à l'aide de sa maman se succéder au fil des années, sans qu'on ne lui apporte le moindre indice. Je ne peux imaginer cet espoir ambivalent d'apprendre une vérité que l'on imagine tragique. Toutes ces histoires,
Celle de Tatiana, mais bien d'autres aussi, n'aident ni mes nuits, ni mes jours. Pourtant, j'en redemande sans cesse. J'ai depuis longtemps assimilé qu'une femme seule la nuit était une proie potentielle. Ma mère et d'autres ont fait de leur mieux pour que j'imprime bien la dangerosité du monde, surtout pour les femmes. Et malgré tout, une curiosité malsaine, morbide même, me pousse toujours vers ces faits divers qui nourrissent et renforcent mes peurs. Lorsque la peur rôde, le désir n'est jamais bien loin. Peur et désir ne sont que les deux faces opposées d'une même médaille. Incarnation de la peur panique, le dieu Phobos de la mythologie grecque était d'ailleurs le fils d'Arès, dieu de la guerre, et d'Aphrodite, déesse de l'amour. De son nom dérive le mot phobie, qui désigne désormais, selon le psychologue Paul Denis, une peur démesurée dépendant d'un ressenti, d'un objet ou d'une situation précise, plutôt que de causes rationnelles. En clair, la phobie est la peur d'un danger irréel, et fait aujourd'hui partie de la catégorie des troubles anxieux. Mais revenons d'abord au désir. Je m'interroge régulièrement sur les raisons qui me ramènent toujours aux récits de violence, aux histoires criminelles et aux faits divers les plus sordides. J'imagine que ma passion est née à l'adolescence, ou un peu avant, avec Hercule Poirot, Rouletabille, Arsène Lupin, ou encore Tintin. Plus tard, j'ai choisi d'étudier les relations internationales et les conflits. Un peu plus tard encore, mes études et mes passions m'ont davantage entraîné vers les sciences sociales, vers l'humain. Avec le temps, je suis devenue une consommatrice acharnée de polars, de séries et de films policiers, de documentaires et émissions comme Faites entrer l'accusé, et plus récemment de podcasts. Je m'intéresse à beaucoup d'autres sujets, et je suis une passionnée d'histoire et de sciences sociales. Mais je reviens toujours à l'horreur, comme une droguée en manque. Et je ne suis pas la seule. Une chose peut-être me distingue de la plupart des autres passionnés de l'horreur. Tandis que cette hyperconsommation se développait, la peur prenait une place de plus en plus envahissante dans ma vie, sans qu'il n'y ait le moindre lien apparent entre ces deux processus. Il y a un peu plus de 10 ans, sans aucune raison précise, j'ai fait ma première attaque de panique, ou crise d'angoisse, comme on dit en général en français. Celle-ci est arrivée au moment le plus improbable, puisque je n'étais pas dans un quotidien stressant ou difficile, mais en vacances. Et elle s'est également produite dans un lieu où je n'avais jamais imaginé pouvoir me sentir mal, un lieu que j'avais rêvé et désiré. Petra, le célèbre site nabatéen de Jordanie. J'ai paniqué lors de l'ascension au Der, le monastère, une randonnée de pas plus d'1 heure alternant marche et sentiers caillouteux. Aucune difficulté particulière pour mes 26 ans de l'époque, mais une chaleur extrême. On était à la mi-journée, en plein mois de juillet, et nous étions sur nos jambes depuis le petit matin. Le combo fatigue plus chaleur y était sûrement pour quelque chose, mais je n'en étais pourtant pas à mon coup d'essai. Alors pourquoi est-ce que j'ai, pour la première fois, ce jour-là et à ce moment-là, ressenti les symptômes de la peur panique, une chaleur intense à la tête, des palpitations qui s'accélèrent et l'impression d'étouffer? D'où est-ce que ce sentiment irraisonné de vulnérabilité extrême a-t-il pu venir? Est-ce que mon corps a voulu me dire quelque chose, m'indiquer un souvenir peut-être, m'alerter d'un danger bien réel? Et si oui, quoi? 10 ans plus tard, ces questions restent sans réponse. Ce jour-là, notamment grâce à l'ami qui m'accompagnait dans ce périple, tout s'est bien terminé et nous avons pu profiter du reste de la balade. Mais ça a recommencé, dès le lendemain, et tant de fois par la suite. Ça s'est produit dans des circonstances et des lieux très différents. Et à chaque fois, j'avais un peu plus peur de mourir, ou pire, de devenir folle. Alors j'ai commencé à éviter tout un tas de situations et d'activités que j'imaginais pourraient susciter à nouveau cette peur panique.
je me suis mise à avoir peur de la peur elle-même. J'en parlerai plus en détail dans les épisodes suivants, mais les phobies ne m'ont dès lors plus quittée. J'ai progressivement développé 2 phobies pour le prix d'une. L'agoraphobie d'abord, qui contrairement à ce que l'on croit, n'est pas la peur de la foule, mais celle d'être dans un endroit ou d'être pris au piège d'une situation dont on pourrait difficilement se sortir ou s'échapper. Chez moi, l'agoraphobie englobe aussi bien la peur des grands espaces que celle des lieux clos, beaucoup plus connue et fréquente. La claustrophobie concernerait 5 à 7% de la population mondiale selon le Huffington Post. Mais revenons à la passion de l'horreur. Y a-t-il un lien entre celle-ci et les phobies dont je souffre ? Ce qui est certain, c'est que les histoires horribles dont je m'abreuve n'arrangent rien. Elles alimentent mon imagination, et donc mon anxiété anticipatoire. Lorsque je m'assure que la porte de l'immeuble se referme bien derrière moi pour qu'aucun agresseur potentiel ne puisse entrer, c'est à Guy Georges, tueur en série de l'Est parisien, que je pense. Guy Georges s'en prenait à des femmes qu'il avait suivies jusqu'à leur palier, et il se trouve que j'habite seule, et dans l'Est parisien. De là à développer une phobie du monde extérieur, il n'y a peut-être qu'un pas. Mais paradoxalement, force est de constater que ces histoires sanglantes, tragiques, me procurent du plaisir puisque j'y reviens sans cesse. Elles assouvissent au moins ma curiosité et mon désir d'apprendre. Un fait divers dit beaucoup de la société, du monde dans lequel il se produit. Ces histoires de gens ordinaires qui finissent par péter les plombs, jusqu'à commettre l'irréparable, cette banalité du mal, me fascine tout particulièrement. Les énigmes, les enquêtes alimentent mon imagination. Je me délecte du suspense et des rebondissements de certaines histoires. Peut-être qu'elles nourrissent aussi des fantasmes sexuels, certains conscients, d'autres totalement inavouables. Un voyeurisme plus ou moins assumé, un masochisme bien installé, dans lequel la peur elle-même est un objet de désir. Ma vie avec les phobies est devenue celle de l'assurance tout risque, de l'hyper-contrôle, de l'absence de spontanéité. La fonction de l'horreur serait-elle de me rappeler que mes désirs sont aussi intacts que je suis vivante ? Se pourrait-il plutôt que l'horreur ne détourne mon attention d'autres désirs, plus enfouis ? Peut-être les mêmes désirs qui se cachent derrière les phobies. Dans une interview à France Inter qui remonte à quelques années, le psychanalyste Paul Denis ose une analogie entre la claustrophobie et l'incapacité de certaines personnes à se plier à des horaires qu'on leur impose. Cela a tout de suite résonné en moi, qui suis systématiquement en retard et peine à me conformer à des horaires, même quand je les ai choisis. Derrière cette peur de l'enfermement, il y a un désir évident de liberté. D'ailleurs, pour le philosophe Kierkegaard, l'angoisse n'est rien d'autre que le vertige de la liberté. Dans l'épisode suivant, je vous parlerai plus en détail de mes multiples phobies et surtout de ma peur de la peur. Si cet épisode vous a plu ou si vous voulez soutenir la suite de cette enquête sur la peur, je vous invite à mettre autant d'étoiles que vous le souhaitez sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre les actualités du podcast, faire des retours ou bien proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Merci pour votre soutien.